Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Triathlon au quotidien, épisode enregistré le 28 décembre 2024. Donc je vais d'abord commencer par vous souhaiter à toutes et tous une bonne fête. Épisode enregistré entre Noël et le jour de l'an, donc de là à dire qu'il s'agit d'un cadeau, il n'y a qu'un pas. C'est évidemment un épisode très particulier que je vous ai concocté aujourd'hui. Vous avez pu le constater, il n'y a pas eu d'épisode depuis mon Ironman en Autriche. Il m'a fallu du temps pour me remettre de mes émotions autrichiennes. Puis je suis reparti sur une prépa qui n'a pas été facile. Il y a eu l'été, les JO, Hawaï, les vacances, tout ça, tout ça. Bref, je n'avais absolument pas ni la tête, ni le temps, ni même la forme physique pour le podcast. Mais rattrapé par la patrouille, je ne pouvais pas passer à côté de cet épisode puisqu'aujourd'hui on part sur The épisode, le débrief de ma course à Kona, le débrief des championnats du monde Ironman, cette course qui finalement est l'aboutissement de cette série de podcasts triathlon au quotidien. Alors je vais tout vous raconter en long, en large, en travers, avec un max de détails. Il faut savoir que même si j'ai mis un petit peu de temps à enregistrer cet épisode, je l'ai écrit depuis maintenant un bon mois et demi, donc c'était encore relativement frais dans ma tête, donc je vais pouvoir vraiment en rajouter des tartines. Si vous cherchez un épisode court et impactant, c'est pas ici que vous allez l'avoir, en tout cas pas aujourd'hui. En préambule et pour un peu teaser la suite, et je voudrais commencer par là, je voudrais dire à tous ceux qui écoutent, et en particulier à ceux qui font du triathlon et qui se poseraient la question de savoir si aller à Hawaï, faire la course à Kona, ça vaut le coup, je vous réponds un grand oui, cela vaut le coup. Je ne regrette absolument pas d'avoir investi tant d'efforts dans cette quête au regard de la récompense que ça a été de se frotter au mythe de Kona. Et pour vraiment ne rien cacher dès le début, on va dire que j'ai déjà hâte d'y retourner tellement ça a été intense et tellement aussi ça n'a pas été du tout un long fleuve tranquille. Je vais y revenir. Un peu contexte quand même sans en faire un épisode ou des épisodes à part entière pour comprendre mon état d'esprit et comment, dans quel état d'esprit je suis arrivé à Hawaï. La préparation physique post-Autriche, la préparation pour Hawaï, elle a été très difficile pour moi. Pas réellement difficile physiquement, mais plutôt difficile psychologiquement. Après l'Autriche, j'ai repris l'entraînement très rapidement, peut-être un peu trop rapidement pour mon corps, mais voilà, j'étais tellement excité à l'idée de participer à Hawaï, j'ai eu tout de suite envie de remettre les chaussures, de retourner au charbon. Donc en juillet, voilà, à peine 2 semaines et demie après l'Autriche, je suis reparti et puis ça a plutôt bien déroulé. J'ai tout de suite retrouvé des super sensations. Évidemment, quand on n'a pas coupé beaucoup, les sensations reviennent très vite. Mais du coup, retour de bâton. En août, j'ai accusé un petit peu le coup. J'ai commencé à avoir du mal à me motiver pour faire mes entraînements. Et finalement, ce manque de motivation que je pensais passager, bah, ça a duré jusqu'en octobre, jusqu'à la course. Donc, j'ai fait beaucoup d'entraînements à contre-cœur. J'ai eu besoin de mobiliser énormément d'énergie mentale pour réussir à rentrer les 15, 16, 17, 20 heures d'entraînement par semaine. J'avais beaucoup de mal à me motiver pour aller faire mes sorties longues de vélo, de course à pied et de natation. Donc bref, clairement, psychologiquement, ça n'a pas été facile. Mais à contrario, physiquement, les datas étaient plutôt bonnes dans les trois sports. Ce qui est assez antinomique à voir, c'est que j'avais pas envie d'aller m'entraîner, mais que quand je m'entraînais, j'avais des super sensations, je tenais des super allures, je rentrais des super séances, et toutes ces données, on va dire, positives physiquement, ça s'est concrétisé sur un Ironman que j'ai fait
au mois de septembre en Belgique, l'Ironman 70.3 Knock East, où voilà, je l'ai fait en mode répétition générale, mais aussi en mode j'ai envie d'aller en découdre. Je vois que les datas, elles sortent bien, les allures, elles sortent bien, les vitesses, ça va. Voilà, j'avais envie d'aller un peu concrétiser un peu ce que je voyais. Et je me figurais aussi que le fait de faire une course pourrait me redonner l'élan de motivation nécessaire pour aller jusqu'à Hawaï. Bref, à nouveau, sans en faire un épisode entier, voilà, j'ai terminé cet Ironman 70.3 en 4h35 avec un top 20 dans ma catégorie et un semi-marathon en 1h26 qui est mon record à date sur semi-marathon. Donc, je dirais que physiquement, vraiment, même si les entraînements étaient très pénibles, on va dire ça s'est plutôt bien passé. Donc, à Hawaï, j'y suis arrivé prêt physiquement, je pense en tout cas, mais j'y suis surtout arrivé soulagé d'en avoir fini avec cette prépa et voilà, je suis arrivé dans un état d'esprit où je comptais vraiment les jours avant la course, à la fois par l'excitation, mais je comptais aussi les jours euh, avant que je puisse vraiment prendre du repos et sortir un petit peu de cette pression que je m'étais mis pendant plusieurs semaines. Et évidemment, je suis arrivé extrêmement excité d'être à Kona. Il y a qu'une chose à dire, c'est que cette ville de Kona et l'île de Big Island, elle vit pour l'Ironman cette semaine-là. L'ambiance, elle est vraiment au rendez-vous. Il y a des triathlètes partout, et ça, c'est génial. Ça met vraiment dans un super état d'esprit. Donc petit à petit, chaque jour qui passe, la pression monte un petit peu, mais c'est une pression, je dirais, qui était plutôt saine. Et du coup, ça m'a permis, donc je suis arrivé 5 jours avant, je suis arrivé le lundi pour la course le samedi. Ça m'a permis de refaire quelques entraînements, de tester évidemment le vélo, faire un peu dernière répétition, et puis d'atterrir tranquillement dans la tête sur mes objectifs. Au niveau de ces objectifs, je m'en étais fixé 4 pour la course. Le premier objectif, c'était de finir. Alors, c'est effectivement un objectif basique hein, quand on arrive à ce niveau-là, mais c'était quand même hyper important pour moi après avoir traversé la moitié de la planète, avoir traversé la moitié de la planète avec 80 kilos de bagages. C'était important pour moi et impensable de revenir sans la médaille. Donc, peu importe ce qui se passait, je m'étais mis en tête qu'il faudrait coûte que coûte aller au bout et c'était vraiment l'objectif numéro un. Le second objectif, c'était de faire la course, de finir en moins de 10 heures. J'étais assez sûr de moi, comme je l'ai dit, physiquement et sur mes capacités à la course. Mais malgré tout, j'avais quand même dans un coin de la tête que Hawaï, ça reste le mythe Hawaï. Il y a de la houle, j'ai pu l'expérimenter lors de mes entraînements en natation. Il y a du vent, il y a évidemment une chaleur qui est très pesante et finalement tout peut arriver sur cette course. J'en étais très conscient. Et du coup, ce second objectif de finir sous la barre des 10 heures, c'était déjà pour moi une réussite. Et d'ailleurs, je l'ai dit à mes amis et à ma famille avec qui je communiquais que je me satisferais sans problème d'un moins de 10 heures sur la course. Un peu plus ambitieux maintenant, troisième objectif, c'était de faire 9 heures, 39 minutes, 37 secondes. Le but étant pour ceux qui ont suivi mes aventures d'établir mon record personnel à Hawaï en récompense du travail acharné et pour matérialiser les progrès que j'avais réalisés depuis l'Autriche. Et enfin, le quatrième objectif, c'était moins de 9h30. Là, on débouchait le champagne. Sur le papier, 9h30, ça me paraissait réalisable, surtout au regard de mon résultat en Belgique et des progrès que j'avais réalisés dans les 3 sports. Mais je me doutais bien que ça allait être beaucoup plus difficile à mettre en pratique à Hawaï. Tout le monde dit que c'est pas une course comme les autres. C'est pas pour rien. Et voilà, j'osais pas trop y croire, mais je me l'étais mis dans un coin de la tête en me disant, on sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. Maintenant qu'on sait tout ça,
On va rentrer dans le récit, donc 26 octobre 2024, 5h15 du matin, j'arrive au parc à vélo, classique, je gonfle mes pneus, j'installe mes bidons, ma nutrition, je vérifie à peu près 8 fois que tout est en ordre, évidemment, puisqu'il y a un petit peu, il y a un petit peu de stress quand même malgré tout. Voilà, je me suis mis après dans un petit coin pour me concentrer. J'envoie quelques photos, je lis sur mon téléphone les derniers encouragements de mes supporters restés en Europe. Et je sors du parc à vélo vers 6 heures à peu près pour finir de me préparer. Je vais assez vite sur cette partie. Je suis allé faire un petit footing d'1,5 km pour monter un peu le cardio et chauffer les muscles. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, parce qu'habituellement, une fois qu'on est rentré dans le parc à vélo, on peut pas trop en sortir, ou où il y a directement le départ se fait depuis le parc à vélo. Donc c'est un peu compliqué de faire ça. Là, en l'occurrence, on devait sortir du parc à vélo pour aller dans notre sas. Donc j'avais toujours entendu que une petite course à pied, ça faisait pas de mal. Donc, voilà, même si on dit qu'il faut jamais tester des choses le jour de la course, je me suis permis de tester ça. Ça coûtait pas grand-chose. Un petit échauffement articulaire, principalement au niveau des épaules avec un élastique, un petit pipi et rapidement, il faut aller prendre ma place dans mon sas pour attendre le départ. Donc le départ pour moi dans ma catégorie était à 7 heures, et donc il fallait que je rentre dans le sas à 6h30. Donc vers 6h45, 6h50, donc moi et l'ensemble de mes confrères de la catégorie 30-34, en bonnet argenté, on rentre dans l'eau, on se met tous à l'eau. En fait, les vagues partent les unes après les autres, et donc les vagues rentrent au fur et à mesure dans l'eau. Ce matin-là, l'eau était un peu fraîche en comparaison des autres jours. Alors je sais pas si c'est parce que je m'étais échauffé, je sais pas parce que c'était très tôt le matin, ou si l'eau était vraiment plus fraîche, mais ça me saisit un petit peu sur le coup, d'autant plus que j'avais fait le choix de partir simplement en trifonction. Pour ma part, j'avais pas de swim skin comme beaucoup de mes collègues, et qui, sans être une combinaison de néoprène, puisque le néoprène est interdit, je pense que la swim skin permet de garder quand même un petit peu de chaleur corporelle. Donc voilà, je l'avais pas, c'est pas très très grave pour l'histoire, voilà, mais un petit peu saisi. Donc une fois dans l'eau, on doit nager quelques mètres, à peu près entre 50 et 100 mètres, pour rejoindre la ligne de départ qui est matérialisée par des bouées et des paddles qui essayent de maintenir les fauves derrière la ligne de départ imaginaire. Donc moi, je profite de ces quelques mètres là pour nager, j'accélère un peu, je fais un peu de dos, j'essaie de me tenir au chaud, j'essaie de reproduire un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire en piscine avant de faire mes séances. Voilà, j'essaie de prendre quelques sensations. Bon, il n'y a pas non plus des centaines de mètres pour se préparer, donc rapidement on arrive à la ligne de départ, et puis il y a plus qu'à attendre. Moi, je me positionne à ce moment-là plutôt à l'arrière. Voilà, il y a pas non plus eu de miracle pendant la préparation. Je suis pas le meilleur nageur, donc je me positionne plutôt à l'arrière pour éviter d'être dans la machine à laver, et plutôt à droite pour prendre le chemin le plus direct, sachant que le parcours c'est tout simplement un rectangle qu'on fait dans le sens horaire. Donc le fait de prendre les bouées le plus à droite possible, c'est finalement le trajet qui est censé être le plus court, sans prendre en compte le courant, puisque pour le coup aussi je suis pas encore assez averti en nage en eau libre pour essayer d'exploiter le courant, la houle ou quoi que ce soit. Donc voilà, stratégie basique pour moi sur cette natation. 7 heures, tout pile, top départ, corne de brume, c'est parti. Là, ça secoue, même en étant à l'arrière, ça fait pas dans la dentelle. Il y a des coups qui partent de partout. J'essaie de me positionner, voilà, je laisse un peu le paquet s'étirer. J'essaie surtout de trouver ma nage très rapidement. Je voulais pas partir trop vite ni trop lentement. J'avais vraiment en tête que l'important c'était de bien m'orienter, de rester concentré sur ma fréquence de bras, de rester concentré sur mon catch, c'est-à-dire la partie du mouvement où le bras va pousser l'eau
de la tête aux genoux et qui sert de propulsion. Alors pourquoi je parle de rester concentré? Parce que là, bon, on est dans une nage en mer, et contrairement à ce que je pensais en arrivant, c'est une mer qui est pas si calme. Je m'imaginais dans ma tête le petit lagon translucide. Alors oui, là c'est translucide, ça rend la nage absolument sublime visuellement, mais ça bouge quand même un peu. Il y a un petit peu de houle, un peu de courant, rien de très extravagant hein, non plus. Faut pas déconner, mais c'est important de rester actif et faut pas se laisser, je dirais, laisser aller. Faut pas divaguer dans ses pensées parce que, bah, en fait, contrairement dans une piscine, on va dire, on peut-être pas avoir une certaine inertie. Là, le courant ou une vague peut rapidement nous ralentir. C'est pour ça qu'il faut rester très 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 active. Donc je pose assez rapidement ma nage. J'arrive pas trop à prendre de pieds, en tout cas les pieds de mes collègues. Soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement. Donc je suis un peu dans un entre-deux, on va dire. En plus, rapidement, on a rattrapé la vague d'avant, qui était constituée des plus seniors, parce que je crois que c'était la vague qui allait des 65 ans à 80 plus. Donc ça crée ça a créé un joyeux bazar là, dans le dépassement, de rattraper cette vague. Donc c'était pas facile non plus de savoir où j'en étais au niveau du classement. Mais bon, globalement, les sensations sont bonnes. En comparaison, elles sont meilleures qu'en Autriche, où dès le début, j'avais l'impression de piocher musculairement. Là, globalement, musculairement, ça allait, j'étais concentré, j'étais plutôt content. Et voilà, j'ai l'impression que ça déroulait correctement. On arrive à la mi-course, on arrive au demi-tour qui se fait derrière un bateau au large. Derrière le bateau, on poursuit quelques mètres pour voilà, faire la largeur du rectangle et puis pour aller attraper une autre bouée et repartir vers la côte et attaquer le retour. Et là, évidemment, comme je suis un gros curieux, au moment où j'ai tourné derrière cette bouée, je jette un œil à ma montre et là, je vois 36 minutes. Euh, dans ma tête, c'est un peu 36 minutes high, quoi. Je sais, je sais qu'à ce moment-là de la course, on est à un petit peu plus de 1900 mètres, puisqu'on a fait cette fameuse largeur de rectangle, mais on n'y est pas beaucoup plus. Il reste, je pense, au minimum 1700 à ce moment-là. Et du coup, en faisant quelques calculs dans ma tête, je crains un peu pour le temps que j'anticipe ne pas être si bon. Et surtout quand on met ça en comparaison de mes sensations qui pour le coup meilleures qu'en Autriche. Mais bon, je lâche rien, on est là pour se battre, on est quand même au championnat du monde, donc je continue ma technique, je reste concentré, je me bats sur le retour, en étant un petit peu plus ballotté par la houle qu'à l'aller, et je me dis que ça va le faire. Je me bats jusqu'au bout pour maintenir l'allure que j'ai, quelle qu'elle soit, et j'arrive finalement à la plage où j'arrête ma montre. Résultat, 1 heure 7 minutes 44 secondes, soit 1,47 au 100 mètres. Niveau classement, je suis 171e sur 220 dans ma catégorie et 1026e sur 2491 au général. Bon, honnêtement, c'est bof bof. Je m'attendais pas à briller sur cette partie la course, notamment au niveau du classement, parce qu'on regarde l'adversité. Je m'attendais pas à sortir dans les meilleurs, mais ça fait quand même, voilà, ça m'a fait quand même un petit peu mal, même si je l'ai pris avec philosophie. De toute façon, voilà, je suis là pour faire la course et c'était une première partie du triathlon qui était faite et j'étais pas épuisé non plus parce que j'ai continué à avoir des sensations tout au long de cette natation. Donc, je sors de l'eau, je grimpe les quelques marches qui mènent au parc à vélo, et là, une bénévole me propose un spray avec du vinaigre. Elle me le dit en anglais, compréhension totale dans mes yeux. Du coup, je pense qu'elle a dû vraiment lire, que je me posais vraiment la question de pourquoi elle me proposait ça. Et du coup, elle ajoute que c'est pour soulager les piqûres des méduses. Et là, c'est là où je tilte. À ce moment-là, je comprends qu'à la place des tortues et des dauphins qu'on avait vus les jours précédents, bah là, on a dû nager avec les méduses. Alors personnellement, j'ai rien vu.
Donc j'ai rien vu, j'ai rien senti, donc je décline le vinaigre en pensant n'avoir pas besoin. Il se trouve que si j'anticipe un peu sur la suite, je me suis rendu compte au début du vélo que je m'étais fait un petit peu piquer sur la jambe et que ça me brûlait. Mais honnêtement, c'est passé assez vite, heureusement, et j'ai pas eu du tout de séquelles là-dessus. Voilà, j'ai dû vraiment passer au travers des méduses sans m'en rendre compte, et tant mieux parce que j'aime pas trop ça habituellement. Mais voilà, pour la petite anecdote, c'était plein de méduses ce jour-là, et puis après les pros en ont parlé dans leurs interviews post-course. Du coup, transition numéro 1 en 4 minutes 47, voilà, je dirais ni supersonique ni trop lent, et du coup on part pour le vélo, gros morceau évidemment de chaque triathlon qui a tendance à décider un petit peu de comment va se passer la suite de l'Ironman, 180 km tout pile à parcourir. Le parcours commence par une petite boucle au sud de Kona qui fait 10-15 bornes pour se mettre en jambes. Comme d'habitude, les sensations immédiatement après la natation sont pas terribles, mais je commence à m'y être fait. Je sais que ça passe assez vite, donc j'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et puis après la première boucle, on arrive sur la fameuse Queen Kaahumanu Highway, j'essaie de bien le prononcer. Bon, la Queen K pour les intimes, qui est finalement une autoroute qui relie la ville de Kona au nord de l'île et qui sert de théâtre à une bonne partie de la course en vélo et en course à pied. Globalement, c'est des longues lignes droites au milieu des champs de lave où il y a littéralement pas un seul mètre de plat. C'est vraiment ce qu'on peut rappeler de la tôle ondulée, ça monte, ça descend. Par contre, c'est un paysage qui est absolument magnifique. Le début de la course, de mon côté, se passe super bien. J'ai pas encore parlé réellement de la météo, mais il fait une trentaine de degrés. À ce moment-là, il y a une bonne couverture nuageuse qui nous protège du soleil. Il n'y a pas de vent. Le revêtement de la route est très bon. Vraiment, c'est le kiff. Ça va vite. Les jambes tournent bien. Les watts sortent bien. Les paysages sont somptueux. Tout est beau. Tout est magnifique. Et dans ma tête, je me dis que c'est pas si dur finalement et que ce vélo, je vais un peu le manger tout cru. J'ai le smile et je rentre les 70 premiers kilomètres en un peu moins de 2 heures, donc à 37 km/h de moyenne. Donc jusqu'à ce moment-là, c'est vraiment l'énorme kiff sur le vélo. Au bout de 70 km, on prend un petit peu à gauche, on sort de la Queen Cay pour aller sur Avi, donc la ville qui est tout au nord de l'île, et c'est là où on va faire le demi-tour. Et à partir de 70e kilomètre, ça se corse un petit peu, car on a 15 km avec vraiment un moins bon revêtement, un parcours un petit peu plus corsé en termes de dénivelé, puis 10 km de montée. Alors c'est pas très pentu, d'accord, mais ça monte du coup sans discontinuer pour arriver jusqu'au demi-tour, la fameuse ville d'Avi. Et là, c'est 25 km, c'est 15 plus 10 hippique. Hippique pourquoi? Parce que ce qui se passe au nord de l'île, c'est qu'il y a un vent assez fort venant du nord. Et ce qui fait que, on a le vent de face ou de trois quarts face, et de deux, que ce vent il chasse les nuages et que le soleil il commence un petit peu à taper. On est aux alentours de 11 heures à peu près du matin. Donc ça commence à chauffer. C'est un combo gagnant pour commencer à user l'organisme et me faire comprendre que je vais peut-être pas manger ce vélo si tout cru et que ça va pas être si facile que ça. Pour donner une idée sur ces 25 km, je les parcours à 30 de moyenne, donc bien moins que ce que j'ai fait depuis le début. Et donc finalement, sur mon compteur, je vois aussi inexorablement ma moyenne baisser. C'est le moment où je pioche un peu, je force pour ne pas trop dériver, pour pas avoir cette moyenne trop baissée. Et je me rassure en me disant que de toute façon, c'est physique. Si je monte 25 km avec le vent de face, je devrais en descendre 25 avec le vent dans le dos. Donc voilà, c'est ce qui m'aide à me motiver, à conserver
À conserver la motivation, oui, mais aussi à aller piocher, à aller mettre le petit coup en danseuse qui va bien dans les montées pour vraiment pas perdre de temps et relancer sur ce vélo. Mais malgré tout, voilà, j'attends avec impatience le demi-tour. Sur le chemin, un petit peu avant le demi-tour, je passe du coup aux 90 km en 2h31. Donc là, je suis dans mes temps, dans ma tête, pour passer sous les 5 heures. À l'aller, j'aurais fait la majorité du dénivelé. Au retour, normalement, du coup, avoir cette partie en descente et vent dans le dos. Donc, a priori, ça devrait le faire. Donc, j'arrive au demi-tour, la délivrance, je m'élance dans la descente, vent dans le dos, tout roule. J'enfile les 25 km à 38, 39 de moyenne. Voilà, comment dirais-je, le revêtement n'étant toujours pas terrible. En descente, ça va un petit peu moins bien. C'est pas si tout en descente que ça non plus. Donc voilà, mais bref, ça déroule, ça déroule. Côté alimentation, je suis toujours dans mon plan, tout se passe bien. Côté chaleur, le ciel est un peu moins couvert qu'au matin, mais on est encore un petit peu protégé, même si voilà, le thermomètre avoisine à ce moment-là désormais les 36 degrés. Donc je m'hydrate beaucoup, je m'asperge d'eau à tous les ravitaillements, j'essaie vraiment de faire l'effort de pas laisser la chaleur voilà, trop pénétrer dans mon corps, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça va. Je passe les 3 heures de course, je suis quand même un petit peu usé des vallons incessants, usé d'être toujours en prise, usé du revêtement pas terrible, usé par le vent. Et à ce moment-là, je me languis vraiment de retrouver la Queen K, car à ce moment-là, je m'imagine que je vais avoir les mêmes sensations qu'à l'aller pour finir cette partie vélo, et qu'en fait, une fois revenu sur la Queen K, c'est bon, j'enfile jusqu'à Kona et que ça va rouler. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Retour sur la Queen K, donc il me reste à ce moment-là 50-55 km de course. Et là, je comprends dès la première montée que la course est un petit peu en train de basculer. Comme je disais, le thermomètre il a grimpé. On sent vraiment la chaleur qui monte du sol. C'est assez difficile à décrire, mais les champs de lave qui nous entourent, en fait, j'ai l'impression que ils emmagasinent de la chaleur, ils nous la restituent très proche du sol. Donc, il peut faire 36 degrés dans l'air, mais plus chaud au sol. Et surtout, à ce moment-là de la journée, donc je sais pas, on doit arriver près des midis à peu près, le vent s'est levé. Le vent s'est levé, et il s'est levé de face. Du moins, il s'est levé 3/4 face à nouveau, et il ne va pas cesser de nous accompagner sur le retour. Et ça, vraiment, ça va entraver de manière très importante l'avancée et le retour sur ces 50 derniers kilomètres. Et donc là, finalement, je rentre dans un combat contre moi-même. J'arrive plus à mettre de watts. En fait, le vent sape un peu tous les efforts, et en fait, du coup, il faut vraiment encore plus piocher et mettre de l'énergie pour avancer. J'arrive plus à mettre de watts sur les faux plats. Ce qui est étonnant, c'est que j'arrive, lorsque il y a des montées ou des montées un peu plus sèches, j'arrive sans problème à mettre l'énergie nécessaire et à monter à 260-280 watts pour passer les bosses correctement. Mais en haut des bosses, dès qu'il faut remettre du braquet sur des portions de faux plats, sur des portions de faux plats descendants, là où il faudrait vraiment envoyer des watts pour lutter contre le vent, j'arrive plus à pousser mes 230, 240 watts. J'arrive plus à tenir cette puissance en position aérodynamique, et je peine à envoyer 200, 210 quoi. Donc résultat, le retour se transforme un petit peu en chemin de croix, un petit peu beaucoup en chemin de croix. Voilà, on n'est plus très nombreux, la course s'est faite, donc il y a plus de peloton, on est une poignée d'âmes errantes à lutter contre le vent sur ces routes qui restent certes magnifiques, hein, mais qui sont devenues en l'espace de quelques heures incroyablement inhospitalières. Donc la dernière 1h30, 1h45, ça me paraît être une éternité. J'arrive péniblement à maintenir 220 watts de puissance normalisée. J'arrive péniblement à tenir 33 de moyenne.
Donc j'arrive à Kona, après c'est 1h30, 1h45 de galère. J'arrive à Kona, à la transition numéro 2, j'arrive très usé psychologiquement. Et là, dans ma tête, je sais que je vais pas attaquer le marathon du tout dans le même état d'esprit qu'en Autriche. En Autriche, j'ai posé mon vélo, j'ai attaqué le marathon, j'avais envie de tout manger. J'étais en forme, tout se passait bien, le vélo avait roulé, etc. Là, dans ma tête, je sais, avant même d'avoir commencé le marathon, que ça va être long. Je sais que j'ai usé beaucoup de cartouches psychologiques. Et entre nous, je pose le vélo, je suis pas du tout motivé pour faire ce marathon. Et évidemment, se lancer dans ces conditions pour la dernière épreuve d'un triathlon, c'est clairement pas idéal. Côté chiffres, pour clôturer ce vélo, je finis du coup le vélo en 5 heures 11 minutes et 47 secondes, donc à 35 km/h de moyenne. Niveau de data et données, j'ai une moyenne de watts à 205, une puissance normalisée à 225. Donc ce qu'on voit sur ces datas, c'est que j'ai pas été spécialement en sur-régime. Mon cardio était aussi contenu à une moyenne de 146. Donc en réalité, si on prend juste la donnée brute, il n'y a pas de raison d'être à bout comme je le suis. Sur le papier, j'ai la possibilité encore de faire un bon marathon, mais dans la tête, c'est pas du tout les mêmes sensations et j'ai beaucoup pioché psychologiquement. Dans la tête, je sais que ce sera pas le cas et je sais que le marathon va pas être une partie de plaisir, alors qu'effectivement sur les datas, il y a rien de cata. Côté résultat, je fais le 161e temps de ma catégorie sur le vélo, ce qui fait que je pose le vélo en 166e place chez les 30-34 et en 870e place au classement général. Bon, c'est pas la grande remontada dans ma catégorie, j'ai grappillé 5 places, donc on s'en contentera. Donc je pose le vélo, je prends le temps de me badigeonner de crème solaire sur les bras, le visage, je m'en mets une bonne couche et j'attaque le run avec, après une transition de 4 minutes 27 secondes. À nouveau, rien de supersonique, mais prends le temps quand même de boire un petit coup, de mettre de la crème solaire. Je pense que c'était vraiment un moment où de toute façon il fallait être lucide, là-dessus. J'ai 6h30 de course approximativement à ma montre. Donc autant dire qu'à ce stade, le 9h30 est hors d'atteinte. 3 heures pour faire un marathon dans ma condition psychologique, c'est évidemment impossible. Mais au fond de ma tête, je me dis 9h40, pourquoi pas, si j'arrive à me remobiliser, c'est 3h10 au marathon. Finalement, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur les jambes. C'est pas parce que j'en ai chié, on va dire les mots, hein, sur la partie vélo, que je pourrais pas réussir une belle course à pied. Donc voilà. 9h30, c'est ciao, 9h40, pourquoi pas. Donc maintenant, côté run, c'est à peu près le même principe que sur le vélo. On fait une boucle de 12 km au sud de Kona. On reprend d'ailleurs le chemin qu'on a pris enfin, on prend presque le chemin qu'on a pris en vélo. Et puis après, on repart sur la Quinquay pour aller loin, très très loin. Je vais y revenir. On fait une espèce de très grand 8 autour de Kona. J'attaque les premiers kilomètres assez conservateurs, sachant que bon, la motive elle est pas là. Sur les 2-3 premiers kilomètres, je suis autour des 4 minutes 30, ce qui est le minimum du minimum à tenir si je veux faire les fameux 9h40. Les jambes sont ok, ce qui du coup me fait dire que mon analyse sur mes datas en vélo, c'est cohérent. Enfin, disons, mes sensations dans les jambes sont cohérentes avec les datas que j'ai en vélo, où je disais que sur le papier, je pouvais faire quelque chose de pas trop mal. Mais là, très rapidement, je me heurte à une nouvelle difficulté, c'est que j'ai chaud. Je l'avais pas trop ressenti sur le vélo, mais là, en course à pied, l'atmosphère est vraiment hyper étouffante. Il fait 35-36 degrés.
Et là, ça me replonge un peu dans mon calvaire de l'Ironman de Nice, dont le débrief est aussi écoutable sur ma chaîne et sur la série de podcasts. C'est la surchauffe moteur. Surchauffe moteur, cette sensation d'être en surchauffe et de ne pas savoir comment réguler ça. Et là, je me dis que ça va vraiment être encore plus long que ce que je pensais, et qu'on va sûrement oublier un petit peu la notion de temps final pour se focaliser simplement sur finir, et pas finir avec la Croix-Rouge. Donc même stratégie que sur Nice, on va aller de ravito en ravito. On va tenter de faire baisser la température corporelle. Donc à chaque ravito, c'est de l'eau pour s'hydrater, de l'eau pour s'asperger, des glaçons dans la casquette, des glaçons dans la trifonction. Euh, on prend tout ce qui se passe pour pouvoir faire baisser la température corporelle. Tout ça, ça fait beaucoup de bien, mais c'est malheureusement désespérément éphémère. Après 500 mètres après le ravito, tout s'est déjà évaporé et le poids de la chaleur retombe dessus. Donc c'est un éternel recommencement de on se rafraîchit, on reprend un coup de chaud, on se rafraîchit, on reprend un coup de chaud, etc., etc. Côté allure, évidemment, obligé de ralentir un petit peu. C'est physique, hein. On lutte contre autre chose que le chrono et la course à pied. On lutte aussi contre la chaleur. Donc je ralentis entre 4,45 et 4,50 pour ne pas exploser. En me disant quand même, au fond de ma tête, qu'il faut que je me maintienne sous les 5 minutes au kilomètre pour pas non plus passer une éternité sur ce marathon. Il est déjà bien assez pénible comme ça. J'ai pas envie d'y passer 5 ou 6 heures. Donc, après 12 km et 1 heure de course, donc voilà, à peu près ces fameuses 5 minutes au kilo, je rejoins la Queen Quay à nouveau après cette petite boucle au sud de Kona. Et là, la Queen Quay sur la course à pied, c'est dur, c'est de la ligne droite, c'est du faux plat montant et ça paraît une éternité. Chaque ravito, c'est la même gymnastique pour tenter de garder la tête froide. Parfois, l'espace de 250 mètres après le ravito, j'ai l'impression que ça va mieux. J'ai l'impression que, ah bah tiens, la surchauffe est passée. Puis en fait, quelques secondes après, c'est-à-dire ça me retombe dessus, je prends mon mal en patience, je m'interdis de marcher en dehors des ravitaux où je fais quand même quelques pas juste pour avoir le temps de m'hydrater, et je me bats pour tenir une allure correcte. La route me paraît interminable. Je sais qu'à un moment on doit tourner à gauche de la Queen Quay pour aller dans le mythique Energy Lab, mais comme j'ai pas reconnu le parcours à pied, j'ai une sensation qui est assez terrible, c'est qu'à chaque intersection que je vois au loin, je me dis ah c'est bon, ça doit être sûrement là qu'on tourne. Et en fait, en me rapprochant, tel un mirage dans le désert, je me rends compte que les coureurs continuent tout droit et que c'est encore plus loin, il va encore falloir aller plus loin. Donc c'est assez déprimant cette allée sur la Queen Quay. Je passe au semi-marathon en 1h44 et enfin, au loin, je vois se profiler l'Energy Lab. Alors il se dit beaucoup de choses sur cet Energy Lab, sur cette boucle finalement qu'on va faire près de l'océan en sortant de la Queen Quay. Et c'est en fait cette boucle, elle constitue finalement officiellement le retour vers Kona. On dit que c'est dur car il y a une grosse montée. On dit qu'il fait chaud parce que c'est un peu dans une cuvette. Il y a personne à part les bénévoles pour nous encourager à cet endroit-là. Alors toutes ces assertions, elles sont vraies, mais à titre personnel, cette énergie Lab, je l'ai hyper bien vécu. Et pour le coup, j'en garde un super souvenir en comparaison de tout le reste. Là, ça fait, je sais pas combien de temps que je parle, mais vous devez vous dire, mais ça a l'air d'être abominable ce marathon. Alors, ça l'a été, on va pas s'en cacher, mais cette énergie-là, j'en garde un bon souvenir. Évidemment, à ce moment-là, ça fait déjà 1h45 que je lutte avec moi-même sur le marathon, sans compter la lutte que j'ai aussi eue sur le vélo.
mais je sais que malgré tout, ça touche à sa fin. Je sais qu'à la sortie de l'Energy Lab, il reste précisément 12 kilomètres. Et ainsi, si je ressors de l'Energy Lab en dessous des 9 heures de course à ma montre, et que je maintiens mes 4,55 au kilo, bah, je serai sous les 10 heures. Donc je lutte dans cette Energy Lab qui est également un peu sans fin, parce que pareil, on va faire une boucle, on va chercher très 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 loin, mais je m'arrête pas. Il y a beaucoup de gens qui marchent, il y a beaucoup de gens euh, qui s'arrêtent dans la montée. Moi, je continue, je m'arrête pas, je continue à m'hydrater, je continue à manger, à faire ce qu'il faut. Sur le plan hydratation, nutrition, pour le coup, j'ai pas eu de problème, j'ai rien eu du tout. J'ai pu continuer mon plan et continuer à m'alimenter en glucides tout le long. Euh, et, euh, et donc voilà. Et donc je sors de l'Energy Lab et je suis sous les 9 heures. Je suis en 8h58, 8h59, je sais plus exactement. Il me reste 12 km et là, je sens vraiment une motivation revenir. Je pense que je suis pas le seul à ce moment-là parce que on a formé un petit groupe de 4 ou 5 là, à la sortie de l'Energy Lab qui avait envie de se maintenir autour des 4,50, 4,55. Euh, donc là, vraiment, il y a un retour de motivation. Il fait toujours très chaud, évidemment, mais j'ai quand même l'impression que les kilomètres s'enchaînent un petit peu plus vite. Comme à l'aller, c'était du faux plat montant. Là, c'est un petit peu plus descendant. Ça révolutionne pas l'allure, mais c'est quand même un petit peu mieux. Donc voilà. Et puis je me répète constamment que voilà, je suis très très proche du but et que je vais y arriver. Je vais passer sous les 10 heures. Du coup, retour aux abords de Kona après pas encore quelques minutes à courir. Et là, comme pour me narguer, alors comme pour me narguer ou comme pour nous narguer, il commence à pleuvoir. Alors évidemment, j'aurais préféré avant parce que pour le coup, ça rafraîchit bien. Mais bon, je prends, ça fait du bien. Il me reste 2 kilomètres à ce moment-là. J'ai le smile, j'ai vérifié plusieurs fois à ma montre, je vais être sous les 10 heures, je le sais. On fait un petit tour dans Kona. Et là, à nouveau, virage à droite. Et là, je découvre la finish line. La sublime finish line. Honnêtement, c'est 500 mètres de pur bonheur. On est le long de l'océan. C'est rempli de supporters qui nous encouragent. On longe les drapeaux de toutes les nations présentes. C'est complètement fou, c'est intense, c'est magnifique. Il y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent sur cette finish line. C'est définitivement la plus belle que j'ai eu l'occasion de traverser, à la fois pour la beauté scénique, visuelle, à la fois pour sa longueur qui laisse vraiment le temps de profiter, et à la fois pour cette libération après tant de tant de difficultés sur cette course. Je franchis la ligne en prenant mon temps en 9h57 minutes 57 secondes. Objectif atteint de finir sous les 10 heures. Donc là, c'est évidemment libération d'émotions, le mythique You Are an Ironman qui résonne dans la tête. On se retrouve avec un petit collier hawaïen autour du cou sans avoir eu le temps de se rendre compte. Et bah, l'aventure se termine après ces 10 heures d'effort et dont 5 particulièrement épuisantes à partir du vélo bien sûr et du marathon qui a été compliqué. C'est assez difficile de décrire ce cocktail d'émotions. J'essaie de donner le meilleur rendu qui soit. Évidemment, il faut le vivre pour le croire. Mais voilà, j'ai vécu à ce moment-là un moment très très fort. C'est sûr et voilà, c'était assez incroyable. Côté résultat, je finis le marathon du coup, en 3h29 minutes 10 secondes, je fais le 84e temps de ma catégorie, ce qui, du coup, en définitive, me permettra de me classer 143e sur 220, sur la catégorie 30-34, et 134e sur 2491 au classement général.
Que dire de cette course? On arrive évidemment à la fin de cet épisode. Et bah, c'est probablement la course la plus dure que j'ai eu à faire de toute ma vie, je pense. Je pèse mes mots. Je me suis vraiment battu pendant plus de 5 heures pour un temps, pour un classement qui resteront dans les mémoires absolument anecdotiques, mais cela me tenait à cœur d'aller jusqu'au bout de l'effort, de pas me laisser aller, de pas juste aller chercher cette médaille de finisher. Je voulais aller au bout de ce que je pouvais ce jour-là. Je l'ai fait pour les gens qui m'ont supporté sur place et à distance. Je l'ai fait pour ma conjointe, pour mes parents, pour ma famille, pour mes amis. Je l'ai fait parce que c'était les championnats du monde Ironman. J'ai une chance inouïe d'avoir pu participer à ce mythe et ça me tenait à cœur de le respecter. Donc je suis vraiment allé au bout. J'ai rien lâché, j'ai pas marché. J'ai constamment tenté de conserver les allures que mon corps était prêt à me donner à cet instant pour être fier de moi, tout simplement pour être fier de ce que j'ai réalisé sur ce mythe. Je parle beaucoup du mot mythe, mais c'est un mythe. Je l'ai compris, je l'ai compris durement, je l'ai compris à la dure, mais j'ai compris pourquoi c'était une course à part. Il y a l'entraînement qu'on fait euh, pour y aller, pour se qualifier. Il y a l'entraînement qu'on fait pour arriver prêt ce jour-là. Il y a les datas, il y a les autres courses. Et séparément, il y a ce qui se passe sur cette île. Cette île et cette course, elle est brutale. Cette course, elle est exigeante, mais à la fois, elle est incroyablement magnifique. Et l'atmosphère qui y règne est extraordinairement magique. C'est pour ça que je disais en préambule que j'ai envie un jour d'y retourner pour me reconfronter à ce mythe, avoir la chance, je l'espère, de revivre toutes ces émotions. Mais malgré tout, ce 26 octobre dernier, ça aura été la dernière fois de ma vie que je fais mon premier Hawaï. Et dans ce cas-là, ça restera forcément gravé à tout jamais dans ma mémoire et sur Internet grâce à ce débrief. Ce débrief donc qui arrive, comme je disais, à sa fin. Ça a été un épisode qui a été émouvant, je dirais, à écrire. J'espère que j'aurai réussi à partager avec brio cette tranche de vie. Je sais pas encore en ce mois de décembre quelle sera la suite de ma carrière sportive, quels vont être mes prochains projets. J'ai besoin de reposer mon corps, j'ai besoin de reposer mon esprit après ces plus de 15 mois de préparation pour l'Autriche puis pour Hawaï. Il se peut aussi que ce soit la fin du podcast, je sais pas encore. Alors dans tous les cas, merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Peut-être à bientôt, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce que je peux dire en conclusion, et c'est un peu la conclusion de cette série, c'est croyez en vos rêves, battez-vous pour eux. Ça sera évidemment pas toujours facile, c'est rarement facile, mais il y aura pas que des réussites, mais souvenez-vous que seuls ceux qui n'essayent pas n'ont jamais d'échec. Croyez en vous, soyez disciplinés. Le triathlon est un bon exemple que le travail paye, mais c'est valable dans la vie en général. Ne vous laissez pas aller à croire que ce n'est pas possible, que vous n'avez pas le temps. Personnellement, je suis un triathlète ordinaire, comme vous peut-être, et par mon travail, j'ai réalisé ce qui me semblait impossible pour un petit garçon dans sa chambre il y a maintenant une quinzaine d'années.